Si vous êtes fan de la Radio Congo, vous la connaissez certainement. Elle était la présentatrice de l'émission très célèbre Stratège du Luc et encore de la rubrique épisodique Clin d'œil de Arlette Soudan Nono. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois dans cette émission de Vous à moi. Madame, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Alors, 20 ans après votre passage à la télé en tant que journaliste, nous vous retrouvons en tant que femme politique et présidente directrice générale de l'institution Saint-François d'Assise. Avez-vous changé de vocation? Vous avez souligné mon dernier engagement qui est politique. Oui. Et le premier qui est mon métier initial qui a été le journalisme. Je l'ai quitté, comme vous avez souligné, il y a de cela déjà plus d'une dizaine d'années. Déjà pour laisser la place à plus jeunes. Pourquoi l'avez-vous quitté? Mais parce qu'à un moment donné, les circonstances ont fait qu'en 97, j'ai dû regagner un peu ma seconde vie, ma vie familiale, où je réside avec mon mari et mes enfants dans la France, et les circonstances de la guerre étant, et j'ai changé de cap. Je suis revenue au Congo par l'éducation. Vous avez été traumatisée par la guerre? Non, parce que je pensais déjà avoir donné dans le métier du journalisme en tant que présentatrice de ces deux émissions, les stratèges du Luxert et le Clin d'œil, oui, mais également comme présentatrice des journaux parlés de Radio Congo. Et en tant que j'ai été pendant 4 à 5 années l'attachée de presse du président Pascal Lissouba. Et donc j'avais déjà plus ou moins décroché du journalisme pur, du terrain ou de la station comme telle. Donc j'avais déjà plus ou moins pris un peu le large. Avec vous, nous allons parler du système éducatif congolais et de votre vie en politique. À savoir, vous êtes journaliste de formation. Avez-vous une formation en éducation? Oui, la formation dans le cadre du système éducatif, ce n'est pas en tant qu'enseignante, mais en tant que chef d'établissement. Le chef d'établissement, c'est celui qui coordonne. Il y a un établissement qui inclut le primaire, qui inclut un collège et un lycée. Au primaire, on appelle une directrice. Au collège, on appelle un principal. Au lycée, on appelle un proviseur. Et lorsque vous alliez l'ensemble, on appelle un chef d'établissement, ce qui est mon cas. C'est une formation que vous devez suivre effectivement pour pouvoir coordonner l'ensemble des services. Quel regard avez-vous sur le système éducatif congolais? Cela tombe à point nommé votre question. Le chef de l'État, depuis près de 2 ans maintenant, nous sommes dans la seconde année qui est décrétée année de l'éducation. En 2013, qui d'ailleurs, les résultats en bac étaient catastrophiques pour certains. Vous savez, il y a deux observateurs. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a 2 explications, si vous permettez. Il y a 2 explications. N'oubliez pas, je tiens d'abord à rappeler que nous étions leaders en Afrique centrale en ce qui concerne tout le système. Dans les années 70. Laissez-moi évoluer, s'il vous plaît. En ce qui concernait d'abord le système éducatif, nous faisions pâlir un peu tout le monde. Les grands noms de l'Afrique centrale sont passés sur nos bancs ici. Ensuite, nous avons eu un problème de remise à niveau, non des encadrants simplement, mais de l'aspect aussi pédagogique. La guerre étant arrivée, le temps de reconstruire une paix, sans stabilité et sans paix, vous avez en fin de compte, on a passé beaucoup de temps à ramener cette paix-là, à reconstruire un peu le climat social. Mais la guerre, c'est en 97. Laissez-moi terminer. Vous savez, lorsque vous engagez une guerre, je n'ai pas envie d'aller sur ce terrain avec vous, pour remettre en place les équilibres fondiers. Vous ne m'avez pas laissé poursuivre mon propos. J'aimerais quand même pouvoir m'exprimer, si vous le permettez. Voilà. Donc, parce que c'est toute une démarche, c'est toute une logique en fin de compte. Et lorsque la guerre est arrivée, on a défait un peu ce tissu social. Mais pour reconstruire, vous pouvez me croire, ce n'est pas en claquant des doigts. Ce n'est pas une volonté simplement de quelques politiques. C'est au-delà de la volonté politique, c'est l'adhésion de n'importe quel citoyen au fond de la contrée. Donc, ça a pris, quand vous regardez, même lorsque vous passez vers l'ex-trésor, là, le trésor même, vous avez vu qu'il y a encore des stigmates sur certains murs. Depuis peu encore, vous avez la partie du sud où il y avait encore des stigmates. Donc, vous voyez que petit à petit, on est en train de nettoyer Brazzaville. Donc, madame, je voulais dire, la guerre c'était en 97. En 2016, les enfants de 97 vont voter puisqu'ils auront 18 ans. Vous ne pensez pas que nous bâtissons notre pays sur la culture des excuses? Il y a eu une part où nous avons pris du temps à la reconstruction nationale, il faut le dire comme ça, une reconstruction générale. Sans éducation? Mais vous savez, les hommes, ce sont les ressources humaines qui font l'éducation. Lorsque vous avez des enseignants qui sont partis du Congo, il y en a qui sont encore à l'extérieur.
Lorsque vous avez des enseignants qui ont perdu leur outil de travail parce qu'on a pillé les établissements scolaires, lorsque vous avez des familles entières qui se sont déplacées, qui ne reviennent plus dans ces zones urbaines ou dans ces zones régionales dans lesquelles ils étaient, parce qu'on a connu des exodes de Brazzaville vers l'Interland et vice-versa, du sud au nord, il y a eu un mélange un peu par rapport au repli identitaire et autres. Le temps que tout ça prenne forme, on a passé, vous pouvez me croire, je n'arrive pas, je ne peux pas vous donner un chiffre, mais du temps. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas une excuse. Maintenant, je pense qu'effectivement, c'était un secret de polichinelle. Hein. Vous savez, ce n'est pas la première fois que je le dis, que ce système éducatif mériterait qu'on ait un plan Marshall. Un plan Marshall qui ramène ces lettres de noblesse à ce système. Pourquoi je parle en termes de plan Marshall du système éducatif? Parce qu'il faut réformer non seulement les manuels scolaires, mais les éducateurs et les enseignants, donc les référents, qui doivent emmener les apprenants, les élèves, à élever le niveau. Mais c'est ce qu'on essaie de faire. Il y a des forums, il y a des formations de recyclage, mais ça ne marche toujours pas. Ce n'est pas en termes de système éducatif. Ce n'est pas en termes, selon moi, de formation ponctuelle. Je ne jette pas la pierre sur le système, sur les différents ministres qui ont occupé ce département. Mais permettez que ma démarche à moi, telle que je vois un peu ce système éducatif, ce n'est pas de façon éparse. Je ne connais pas la langue de bois, moi. Ce n'est pas de façon éparse en termes de façon ponctuelle, un séminaire par-ci, un séminaire par-là. C'est une réforme générale où on abat toutes les cartes du système éducatif. En gros, vous pensez que tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est en vain? Ce n'est pas vain, mais je prouve qu'on nous gagnerait en efficacité en ayant une synergie. Nous avons des différents acteurs qui doivent intervenir. Vous avez le ministère qui s'occupe de l'enseignement primaire et secondaire. Vous avez le ministère de l'emploi professionnel. Vous avez celui qui s'occupe des universités et autres. Mais pour moi, selon moi, on devrait faire un grand ministère du système éducatif parce qu'il faut une synergie. Et en plus, il faut travailler avec le ministère du plan qui gère sur le plan démographique l'implantation et les naissances et autres en termes... Vous avez des établissements où il y a des pléthores d'effectifs. Parce que nous ne gérons pas non plus sur le plan démographique. Et ensuite, le ministère des Finances qui planifie, qui budgétise. Et le ministère également des grands travaux qui construit ces établissements scolaires. Vous voyez qu'il faut réellement une synergie, mais au-delà de la synergie ou de la transversalité des différents autres acteurs qui interviennent, pour moi, à mon sens premier, c'est vraiment, je reviens là-dessus, j'insiste, il nous faut impérativement un plan Marshall qui remet à nu tout le système éducatif, de la maternelle au système universitaire, pour revoir à peu près les mécanismes des personnes référentes qui vont vers les encadrants. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire de tous ces étudiants qui sont diplômés mais qui ne sont pas qualifiés? Mais là aussi, vous touchez du doigt le problème que nous avons. Nous avons aujourd'hui des formations en inadéquation avec le marché de l'emploi. Vous avez des étudiants qu'on a mal orientés ou qu'on a orientés énormément dans des secteurs qui ne recrutent pas. On a mal formés aussi. Bon, certainement, ça c'est encore un problème de plus. Vous n'avez pas connu des problèmes pour recruter votre personnel? Bien entendu. Moi, je suis obligée de faire des formations à l'interne. Tous les mois, tous les trimestres, il y a une remise à niveau. Ils sont volontaires, mais ils ne sont pas adaptés à des nouvelles pédagogies, à des nouveaux outils, même tout ce qui est informatique. Souvent, ils arrivent, ils ne savent pas utiliser un vidéoprojecteur, ils ne savent pas faire cours avec Internet et l'ordinateur en salle. C'est pas de leur faute. Est construit sur 12 hectares. Pourquoi? C'est énorme. Mais c'est pas énorme. Moi, pourquoi avez-vous eu envie d'investir dans ce secteur, dans les secteurs Mais parce qu'il n'y a pas de développement, madame, sans le socle qui est le système éducatif. Aujourd'hui, lorsque l'on parle de pérennisation même des infrastructures que nous avons, si vous n'avez pas investi dans le capital humain, vous ne pourrez prétendre même à l'appropriation des mécanismes qui sont la démocratie aujourd'hui. Vous pensez que le Congo n'investit pas dans le système humain? Écoutez, nous touchons du doigt la formation depuis tout à l'heure. Nous parlons de ce talent d'Achille, cette fébrilité, ce problème que nous avons aujourd'hui en termes de compétences à rechercher. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même lorsque nous parlons aujourd'hui de démocratie, la démocratie, c'est quoi? C'est une appropriation d'un mécanisme extérieur qu'on nous impose. Mais nous allons faire de la pédagogie. À la démocratie, madame. Oui, il nous faut faire de la pédagogie. Saint François d'Assise. Pourquoi
le nom Saint François d'Assise? Ben écoutez, Saint François d'Assise est un saint homme qui a une démarche, une vision auquel j'y adhère. Ce fils de famille bourgeoise qui a pris son bâton de pèlerin, tout simplement, qui a parcouru les routes. Pour au-delà de la bonne parole, n'oubliez pas que c'est lui qui a construit l'ordre des franciscains, avec cette intelligence qu'on connaît à tous ces franciscains. Et puis, il y a une affection particulière, parce que c'est un secret pour personne autour de moi. C'est le saint patron de l'homme qui partage ma vie. Il faut combien pour avoir accès à l'Institut Saint François d'Assise? C'est-à-dire en termes d'inscription? En termes d'argent. Vous savez, j'ai du mal souvent à répondre à cette question. Pourquoi? Vous me dites par ailleurs, c'est 12 hectares. Mais il n'y a pas que 12 hectares, c'est 18 bâtiments équipés, modernes, avec une pédagogie moderne, avec des enseignants payés au-delà avec des enseignants payés au-delà, s'il vous plaît, si vous permettez, au-delà de ce que l'on paye par-ci par-là. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il y a des banques, il y a un financement, il y a un investissement qui a un coût. Lorsque vous venez à l'école, vous voyez bien les infrastructures. C'est 2 grands internats, c'est 18 salles de classe, c'est un amphithéâtre et bien équipé, c'est une restauration, c'est une blanchisserie, et j'en passe. C'est un centre de documentation et d'information, c'est une infirmerie, c'est des cadres compétents qu'on emploie, des cadres expatriés congolais pour relever le niveau, faire un brassage de culture. Vous comprenez? Tout ça a un coût, il ne faut pas se voiler la face. Mais au-delà de ce coût, moi ce qui me fait mal souvent, c'est de voir les nationaux, sans pour autant faire du nationalisme, que je pourrais revendiquer, envoyer les enfants à l'étranger, couper de l'affection familiale, à des prix, je ne vous dis pas, envoyés dans des écoles étrangères ici, ça n'a pas l'air de les déranger. Ça c'est de 1. Et ensuite en termes de dividendes, le peu que nous recevons, nous les réinvestissons dans les contrats boursiers. Nous avons des élèves boursiers auxquels j'octroie des bourses d'études. Vous voyez, pour des élèves de familles défavorisées, qui aussi n'ont pas choisi d'être de familles défavorisées, mais qui souhaitent aussi avoir une éducation d'élite. Accès à l'école Saint-François d'Assise. Normalement, vous ne voyez pas qu'il y a une adéquation entre votre vision et l'école? Mais je suis réaliste. Je ne peux pas non plus vous dire les choses pour faire plaisir aux gens. Il y a une infrastructure, il y a du personnel, il y a un prêt bancaire à rembourser. Mais ma part à moi, de retour dans la société, je viens de vous le dire, c'est à travers les bourses d'études que j'accorde à des enfants de familles défavorisées. D'accord. Ça ne favorise pas l'inégalité, non? Ben si, l'inégalité, je la combats également à travers l'uniforme scolaire, pour casser l'inéquité sociale, justement. C'est pour ça que j'ai mis l'uniforme scolaire, pour que les enfants de familles nantis ne viennent pas avec la Rolex, ne viennent pas avec le vêtement qui coûte aussi beaucoup plus cher que l'enfant boursier qui arrive ou que l'enseignant qui est là. Tout ça, je prends tout ça en compte, d'où cet uniforme scolaire. Saint-François d'Assise a ouvert ses portes depuis 2009. Avez-vous déjà des diplômés? Ah, bien sûr, on est déjà à notre 3e promotion de baccalauréat et de brevet. Ah oui, bien entendu. Quelle est votre vision pour ces enfants? Écoutez, ma satisfaction à moi, c'est d'avoir le sentiment en fin d'année d'avoir transmis quelques valeurs. Lorsque vous regardez la pédagogie, c'est là aussi le métier d'un chef d'établissement. Nous avons l'obligation de respecter les programmes congolais, mais nous pouvons injecter ce qu'il n'y a pas au Congo. Et c'est ce que nous faisons à l'interne à Saint-François d'Assise pour leur donner la chance d'aller faire des études dans un autre pays africain ou européen, peu importe, avec le niveau requis. Et c'est lorsque je les reçois, je vois le niveau d'entrée et je vois le niveau de fin. Là est ma satisfaction. Madame Moussedan, c'est par cette question que nous allons parler de votre vie politique. D'après nos investigations, vos détracteurs pensent que depuis que vous avez fait votre entrée dans la vie politique, l'école est négligée. Donc vous n'avez plus trop de temps pour l'école. D'où le niveau a baissé. Que répondez-vous? Écoutez, je ne sais pas si le niveau chez moi a baissé, mais les résultats en termes de système scolaire, et une école se juge aux résultats. Et les résultats n'ont pas baissé chez moi. Nous faisons pratiquement du 80 à 100%. Brevet 100%, bac 90%. Et ensuite, un seul doigt ne lavons pas le visage. Un bon chef d'entreprise, il faut le savoir, il est entouré de bons collaborateurs. Mais avez-vous encore le temps de vous occuper de l'école? Vous savez, moi je suis quelqu'un qui construit ma vie avec des échéances.
Je m'étais donné 3 ans à la direction régulière et quotidienne.